Salut les amis, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au-delà du mur. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant et parfois complexe. Les liens entre la course à pied, le sport en général et le monde de l'alcool. C'est un sujet qui peut prêter à confusion avec des pratiques bien ancrées dans la culture sportive, comme la fameuse bière du finisher ou encore la présence de la publicité pour des boissons alcoolisées lors des événements sportifs. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Homberg, psychologue du sport et déléguée du programme Cool & Clean pour Suisse Olympique dans le canton de Vaud. Cécile nous apportera son expertise pour explorer les implications du marketing de l'alcool dans le sport, mais aussi pour discuter de l'impact de la convivialité autour de l'alcool dans les environnements sportifs. Nous verrons comment l'éducation, le milieu social et culturel influencent notre consommation et comment il est possible d'avoir une approche équilibrée et responsable tout en étant un sportif amateur ou de haut niveau. Cet épisode n'a pas vocation à culpabiliser, mais plutôt à sensibiliser et à ouvrir la discussion sur un sujet important pour notre bien-être et notre performance. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous guider dans cette conversation fascinante avec Cécile. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Ma chère Cécile, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Bien, bien. Merci beaucoup de me consacrer du temps pour parler de cet épisode hyper sensible quand même. Il m'a fallu trouver beaucoup de courage pour aborder ce thème-là et puis trouver un angle qui me fasse pas me faire flageller par mes amis ou par mes connaissances. C'est bel et bien celui des liens troubles qu'il y a quand même encore trop souvent entre la course à pied et le sport en général et l'alcool. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et d'où tu viens ? Bien sûr. Je m'appelle Cécile Homberg, je suis la déléguée Cool & Clean du canton de Vaud et la coordinatrice romande de Cool & Clean, donc un programme de prévention en milieu sportif que je pourrais peut-être après aussi un peu développer. Moi, je suis psychologue du sport, donc j'ai vraiment cette envie de vouloir travailler dans le monde sportif, de pouvoir accompagner tant des individuels dans le sport que des groupes, que au niveau structure des clubs et puis des associations cantonales ou plus haut, etc. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment le milieu sportif et comment le soutenir avec différentes perspectives et différents besoins objectifs pour un peu essayer de donner le plus de ressources possible au milieu sportif. J'imagine que tu dois pas trop chômer ces dernières années, en tout cas avec l'évolution des réseaux sociaux. Oui, on va dire que... Mais moi, je trouve que la plus grosse différence, ça a été aussi l'avant et l'après Covid. Ça a été extrêmement fort, où les gens ont pris conscience aussi de leur santé mentale, de qu'est-ce qu'on peut accepter, qu'est-ce qu'on peut pas accepter. Et puis, les réseaux sociaux, ça démultiplie un petit peu tout. Donc, c'est vrai que la charge de travail augmente un petit peu chaque année. Et quel serait l'effet peut-être des réseaux sociaux justement au niveau amplification ? C'est quoi ? C'est cette injonction à profiter de la good life ou c'est encore autre chose ? Non, les réseaux sociaux, ça permet d'augmenter la visibilité de quelque chose, de quelqu'un. Et en fait, avant, on parlait de soi un peu avec ses amis, avec sa famille. Et puis maintenant, on parle avec une ville, des gens d'autres pays, des gens d'autres continents, ce qui fait que ça a un impact beaucoup plus grand et une répercussion aussi plus grande. Les gens vont pouvoir aussi commenter, nous commenter, alors qu'avant, c'était juste notre entourage qui pouvait avoir un avis dessus, ce qui fait que il y a beaucoup d'enjeux qui peuvent sortir de là. Je parlais il y a quelques semaines avec Laurence Chapuis justement qui est également psychologue, et puis le thème c'était celui de la performance sportive, et puis elle avait justement tourné la chose en disant qu'à une époque on était c'était plus facile d'être le roi ou la reine d'un petit royaume parce que les gens c'était le bouche à oreille, il y avait pas trop de monde qui le connaissait, alors que maintenant l'écho de ce que tu dis il peut avoir un impact extrêmement fort et extrêmement rapidement. Donc
pour l'alcool aussi, on est dans ce genre de trend-là. Exactement. C'est vrai qu'avant, on était un peu plus protégés. Des fois, on pouvait parler ou montrer quelque chose et ça n'avait pas direct un impact énorme. Et que maintenant, les réseaux sociaux, ça va donner une visibilité qui est d'un côté incroyable. Pour des sportifs, ça peut être vraiment génial. Et puis pour d'autres, ça va aller dans le sens contraire et c'est pas forcément quelque chose qui peut les aider ou qui peut même tuer des carrières, qui peuvent même, après en termes de santé mentale aussi, qui peut avoir un impact extrêmement négatif. Quand on préparait l'enregistrement de cet épisode-là, on discutait j'avais utilisé l'exemple du tabac, l'industrie du tabac et la Formule 1 quand j'étais jeune, et puis je voyais tous ces pilotes de Formule 1 qui avaient des combinaisons qui étaient toutes badgées à l'effigie d'un cigarettier. Et maintenant, ils ont disparu. Enfin, ils ont disparu en tout cas de la F1. Ils ont été remplacés par d'autres publicités plus subtiles. Mais on se rend compte que la publicité, que ce soit pour le tabac ou pour l'alcool, elle est omniprésente dans les sports de haut niveau. C'est un des sponsors qui a énormément d'argent et qui mise beaucoup sur le marketing. Et le sport, c'est quelque chose qui réunit les gens. C'est très fédérateur. Et donc, en voulant cibler le sport, on touche énormément de gens. Même des non-sportifs, en fait. Parce qu'il y a des gens qui regardent juste du sport pour le plaisir. Et en fait, on voit que, ils ont choisi comme stratégie, en tout cas, de cibler les manifestations sportives, le sport en général. Et ça marche. Il y a quelque chose quand même d'extrêmement ambigu parce que peut-être que les pilotes de Formule 1, je sais pas, on les fait pas souffler avant une course, mais j'ai quand même beaucoup de peine à imaginer que tous ces sportifs d'élite ils carburent à l'alcool ou encore au tabac. Quand bien même le tabac, j'imagine qu'il y a quand même des personnes qui fument avec le côté stress, etc. Donc il y a quand même quelque chose d'extrêmement ambigu. Alors on sort sur la vague de quelque chose qui est fédérateur, convivial, on va profiter de ça pour venir ajouter une couche de quelque chose qui est malsain. Alors qu'en soi, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de hockeyeurs ou de footballeurs qui boivent une bière après chaque match ou qui se descendent la caisse de bière. Ouais, on va dire c'est vraiment dans le milieu professionnel, c'est juste un sponsor en fait. C'est vraiment du marketing, mais ça va pas forcément être lié à la performance de la sportive ou du sportif. Mais par contre, c'est souvent grâce à eux que la structure peut tourner aussi grâce à leur apport financier. Donc on est un peu tributaire, dès le moment où on commence à mettre la main là-dedans, on est un peu pris dans un engrenage qu'il est difficile de contrôler parce que effectivement j'imagine que c'est des marques qui ont énormément de moyens, donc c'est très compliqué de faire la promotion de quelque chose autrement, surtout qu'il y a toujours cet aspect convivial. J'avais aussi pris l'exemple du trail la première fois qu'on avait discuté, donc on parlait de la bière du finisher, tu prends une raclette, un verre de vin blanc, et puis moi je juge pas parce que je suis la première personne qui va être sensible à ce genre de choses-là, parce qu'effectivement le côté convivial, il y a souvent un petit verre qui va avec. Mais c'est très compliqué quand même de dissocier les liens là-dedans entre les deux. Comment est-ce qu'on peut faire ? C'est ça qui est un petit peu ambigu justement. C'est qu'on met en avant l'alcool, mais pas directement pour la performance sportive, mais pour l'après. L'après, ou alors dans une autre perspective, pas le sportif, mais pour le spectateur, lui c'est le pendant. Et puis pour la personne sportive, ça va être plus après pour le festif, la convivialité. Bravo, tu as fait un effort, tu as le droit de t'autoriser une boisson alcoolisée. Et c'est ça qui est un petit peu ambigu et qui est le mauvais message à transmettre au final. Et c'est sur quoi en fait qui normalise la consommation, parce qu'on le voit tout le temps. Et plus notre cerveau y voit, naturellement, inconsciemment, il intègre la notion. Et en fait, il va dire ah bah oui, c'est normal de boire une bière après une course, par exemple. Et quel est l'impact peut-être chez toi au niveau de tes consultations ? Est-ce que maintenant, on peut dire qu'on est clairement dans l'âge d'or, peut-être des réseaux sociaux, entre l'avant et puis maintenant, est-ce que tu constates une augmentation des consultations en lien avec des gens qui ont une plus forte consommation d'alcool, ou en soi c'est uniquement le canal de diffusion de promotion qui a changé et puis il n'y a rien de nouveau et puis le problème est toujours le même, avec la même intensité ? Les gens, moi ce que je peux te dire, c'est que les gens se questionnent de plus en plus sur la pertinence de l'alcool dans le milieu sportif.
les gens, avant, on se posait pas trop la question, c'était comme ça, on fait comme ça, c'est normal. Et maintenant, il y a beaucoup plus de personnes qui viennent au travers de Cool & Clean, qui me questionnent sur comment est-ce qu'on pourrait améliorer justement notre gestion de l'alcool au sein du club ou au sein des manifestations, ce qui avant était très très rare. Donc, je dirais que la consommation, en tout cas, les personnes qui consultent en général pour des problèmes d'addictologie liés à l'alcool, il y en a de plus en plus, ça augmente, ça c'est sûr. Après, lié au sport, j'ai pas forcément de chiffres, mais par contre, les gens qui viennent me voir et qui se questionnent comment améliorer les choses, ça, il y en a de plus en plus. Et des manifestations qui se font sans alcool, maintenant, ça commence à se faire de façon plus régulière, par exemple. Au risque peut-être de se sentir un peu stigmatisé, justement parce qu'on veut essayer de faire quelque chose différemment. On peut aussi être taxé de vouloir faire de la promotion sur le fait qu'on fasse pas comme tout le monde. Et puis ça rajoute encore une couche supplémentaire. Il y a toujours cette question de norme. En fait, la norme, c'est il y a de l'alcool, on boit. En Suisse, en tout cas, on va pas généraliser, mais en Suisse, la norme, souvent, c'est quand même boire, soit une bière, soit un vin, etc. Et puis là, on casse cette norme-là. Et puis, il y a aussi un aspect qui est assez important et qui est des fois difficile à gérer, c'est le revenu financier de la vente d'alcool. Et ça, c'est quand même une grande part pour les organisateurs de manifestations, les clubs de sport, etc. Et l'idée, c'est un peu de recréer une nouvelle norme. Et plus on est ouvert à discuter de ça, et plus les gens vont se sentir à l'aise de dire « Oui, moi j'ai envie de boire, moi j'ai pas envie de boire ». Et en fait, c'est cette question-là de se dire, d'ouvrir la discussion parce que si on se dit la norme, c'est de boire. Quelqu'un qui n'a pas envie de consommer une boisson alcoolisée va se sentir mal et va pas forcément oser le dire. Alors que si on est dans une norme où on est ouvert, on peut faire un peu comme on a envie, la personne va se sentir à l'aise, soit de consommer, soit de ne pas consommer. Et c'est ça que ça devient intéressant, c'est d'aller réfléchir et bouger cette norme-là. Et est-ce que tu as justement peut-être des associations ou des clubs qui font appel à toi dans le cadre de ton rôle de délégué Cool & Clean pour te demander comment mettre en place peut-être des actions de sensibilisation ou peut-être pour leur apporter des solutions concrètes à comment faire autrement ? Oui, exactement. Là, ces dernières années, j'ai de plus en plus de demandes comme ça. C'est surtout... principalement, celle que j'ai, c'est qui touche des manifestations jeunesse, on va dire. C'est vraiment des tournois pour même jusqu'à U20 à peu près. Et ils se disent, on n'a pas envie de promouvoir ça. C'est les jeunes qui font leur compétition. On a envie de promouvoir quelque chose de sain en lien avec leur pratique sportive. Et puis, l'idée, c'est essayer de trouver avec eux quelle solution on pourrait trouver qui soit la plus adéquate. Avec Cool & Clean, c'est quelque chose qui est extrêmement fort, c'est qu'on va essayer de s'adapter en fonction de chaque demande et essayer de trouver une solution la plus proche à leurs besoins. Et puis, là, ce qu'on a essayé de faire, par exemple, si je peux donner un exemple, c'était pour une manifestation, on a essayé d'intégrer les jeunes, en fait, dans ce processus-là. Et ils ont créé un concours au sein des jeunes de boissons, de mocktail, un peu de boisson originale, pas forcément que des cocktails, mais une boisson originale qui soit sans alcool. Et en fait, il y a eu un concours et puis il y a 2 ou 3 boissons qui ont été décidées. Et puis elles ont été vendues lors de la manifestation. Alors honnêtement, ça part très très vite parce que souvent c'est la boisson de Théo, la boisson de Alice, etc. Et en fait, ça fonctionne hyper bien. Et en fait, ça valorise déjà d'une part les jeunes et ça valorise aussi le club qui prenne en compte les compétences de leurs jeunes. Et puis ça, pour nous, avec Cool & Clean, pour développer les compétences psychosociales, c'est extrêmement important. Qu'un jeune se sente bien, qu'il soit en confiance et qu'il se sente autonome aussi dans la vie associative, pour nous, c'est vraiment très, très important. C'est très intéressant que tu parles des actions en faveur des jeunes. Après, la publicité qu'il y a dans les clubs de hockey, que ce soit au niveau de la Formule 1, etc., on va pas se le cacher, en principe, c'est plutôt des adultes qui regardent ce genre d'image-là. Ouais. Donc,
c'est ce que tu es en train de dire. Alors j'essaye peut-être un peu d'interpréter entre les lignes, mais c'est que clairement, on n'est pas dans le public cible. On fait croire qu'on cherche à cibler les adultes, mais en soi, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes et d'adolescents qui vont être dans le lot de public, qui vont voir ce genre de publicité-là, et indirectement, ou peut-être directement, hein, personne ne l'avouera, on va quand même chercher à cibler ces jeunes-là. Et est-ce que tu as pu voir une augmentation de consultation justement des jeunes en lien avec ce genre de publicité là ou pas forcément? Alors c'est directement, de lien direct, pas forcément. Par contre, des études ont vraiment montré l'impact de la publicité en général sur l'entrée en consommation ou l'augmentation de la consommation chez les jeunes. Donc ça, il y a des études qui se sont faites, et même en Suisse, si je me trompe pas, ça a été fait, et ça augmente justement la probabilité de consommation. Donc c'est pour ça que les industries ciblent aussi le milieu sportif, parce que ça touche énormément de monde. J'ai bien compris, tu disais avant, l'alcool c'est un moyen assez simple, enfin tout ce qui est publicité lié avec l'alcool, c'est quelque chose qui permet de générer des revenus conséquents, mais il y a aussi un côté contradictoire, en tout cas un lien qui n'est pas du tout naturel, c'est celui entre le sport de haut niveau et puis la consommation d'alcool. C'est comme un célèbre pilote de Formule 1 qui fait la promotion d'une boisson énergisante à la fin de toutes les courses et puis pendant toutes les interviews, même s'il en boit, je suis pas persuadé qu'il y ait ce genre de boisson-là à l'intérieur. Donc, c'est pas naturel. Donc, ils font la promo parce qu'effectivement, ça véhicule une certaine image et puis ils ont besoin parce qu'il y a des revenus conséquents. Mais jamais ils consomment ça dans le cadre de leur entraînement. Non, c'est ça qui est paradoxal. Après, généralement, les sponsors, c'est plutôt des championnats, des équipes, un tournoi, et c'est quand même extrêmement rare qu'un sportif ou une sportive soit directement le sponsor principal d'une boisson alcoolisée. Majoritairement, ça va vraiment être compétition en général, ou équipe. On prend les équipes de hockey, par exemple, au niveau national, c'est sûr que... Mais c'est vrai que c'est rare que ça soit un joueur... Enfin, un sportif ou une sportive qui est dans un sport individuel et qui a son sponsor sur lui ou sur elle. Ça, c'est plus rare quand même. Mais c'est vrai que c'est totalement incongruent entre le fait de consommer une boisson alcoolisée et une pratique sportive à haut niveau et à même bas niveau. C'est incohérent. Et quelque chose que je trouve aussi... ça me provoque souvent des rictus, c'est qu'on voit de plus en plus maintenant qu'on se rend compte que non, l'alcool c'est mauvais, etc. Maintenant, c'est toujours du 0-0. Il y a toujours les publicités pour des marques d'alcool, mais c'est 0-0. Qu'est-ce que ces marques, elles cherchent finalement à montrer en montrant déjà leur logo, mais le 0-0 en plus gros que leur marque? Ouais, et je vais d'abord faire une petite différence parce que souvent, il y a confusion avec les bières sans alcool. Dans les bières sans alcool, il peut y avoir jusqu'à 0,5 de volume d'alcool. Et ça, il y a souvent une confusion où on dit que c'est une bière sans alcool. Alors, elle a un très bas niveau d'alcool, certes, mais la majorité des bières, en tout cas sans alcool, sont plutôt à 0,5 plus que 0,0. Et ça, déjà, il faut faire attention parce que même avec un petit peu d'alcool, il y a les molécules d'alcool qui sont dans notre corps et donc ont un impact physiologiquement sur nous. Donc ça, déjà, je pense que c'est important de bien regarder si la boisson est vraiment 0,0 ou pas. Parce que même après une activité physique, si on prend quand même, si on boit une boisson qui est quand même à 0,5, on a quand même ces molécules-là qui vont venir faire un effet sur la récupération, sur le sommeil, etc. Donc déjà ça, je pense que c'est important de garder ça en tête et que ça crée une habitude justement de ok, on a une représentation, c'est pas de l'alcool, donc c'est ok. Et c'est ce côté-là en fait que l'industrie, alors d'abord celle de la bière, on va dire principalement, qui s'est ancrée sur ça, de se dire en fait, on remarque qu'on fait du marketing pour des boissons alcoolisées, mais c'est pas en accord avec le sens du sport. Et donc ils se sont dit, voilà, si on va sur du sans alcool, là ça devient intéressant. Et c'est pour ça que ça fonctionne extrêmement bien actuellement. On est vraiment dans un changement de paradigme où maintenant on boit beaucoup plus de boissons sans alcool. Mais je dis sans alcool jusqu'à 0,5. Il peut y avoir encore un petit peu. Mais
Et ça marche extrêmement bien parce que ça déculpabilise en fait les personnes sportives. Dire « Ah bah en fait, je bois ma bière, mais elle est sans alcool ». Et il y a ce côté-là qui marche extrêmement bien et qui permet à l'industrie justement de renforcer la quantité de boissons non alcoolisées. On regarde par rapport à il y a 5 ans l'offre qu'il y avait et l'offre qu'il y a maintenant, c'est rien à voir. Vraiment, et même maintenant, c'est des bières avec de très bonne qualité, qui ont un bon goût. Mais par contre, toujours être attentif à se poser la question, est-ce que c'est vraiment une bière 0,0 ou est-ce une bière 0,5 ? Ça, pour moi, c'est vraiment important de prendre l'habitude de vérifier. Par exemple, j'ai un exemple concret avec moi, j'étais dans un bar et puis ce soir-là, je ne voulais pas boire. Et j'ai dit, est-ce que je peux avoir une bière sans alcool, 0 ? Et la personne au bar m'a dit, oui, pas de souci. Arrive, décapsule, met dans le verre. Et en fait, je regarde et c'est une 0,5. Et en fait, ça paraît normal qu'une 0,5 est sans alcool. Mais en fait, pas forcément. Ça a quand même un impact. Si on prend les personnes à risque, les personnes enceintes, les personnes qui ont aussi des problématiques liées à l'alcool et qui doivent rester à 0, qui ont des maladies, etc., on conseille vraiment une 0,0. Ou des sportifs aussi, après, s'ils veulent consommer une boisson. C'est très intéressant ce côté marketing comme tu l'évoques très justement parce que ça permet aussi, si on se positionne peut-être du côté de la personne qui n'a pas envie de boire, les rares fois, ça arrive de plus en plus, mais les rares fois en tout cas à l'époque je me disais non, ce soir j'ai pas envie, non, je suis pas bien, j'ai mal à la tête. On a presque une injonction à prendre un verre quand on va prendre des verres avec les copains. Et c'est vrai que de pouvoir prendre une bière sans alcool, on a le contenant qui ressemble à celui des autres. Au niveau social, on s'intègre quand même plus facilement. Limite, je cache la bouteille et puis tout le monde voit, il a une bouteille de bière, il est comme nous. Donc c'est très très pernicieux quand même parce que on a le symbole de la bouteille, on a le contenant, donc on n'est peut-être pas dans les mêmes doses d'alcool, mais on est quand même toujours un peu dans ce milieu-là. C'est comme la cigarette peut-être dans un autre niveau où on passe de la cigarette qui sentait, tu rentrais chez toi, tu sentais la cigarette et puis maintenant ça sent bon. Donc ils cassent, ils déconstruisent un petit peu les problématiques, en tout cas les signes distinctifs qui permettent aux gens de distinguer quelque chose qui était jugé comme pas bon à une époque, et puis d'un coup ça sème un peu le trouble et puis ça devient ok et ça devient normal. Mais c'est ça aussi qui rend aussi la chose un peu compliquée où en fait on nous habitue, nos représentations liées à la consommation de boissons alcoolisées. En fait, on nous habitue, ok, là j'ai l'habitude de prendre une boisson sans alcool, mais le jour où si je vais quelque part et qu'il n'y a pas ces boissons-là, en fait, la probabilité de prendre une boisson alcoolisée sera plus grande que si on a par exemple l'habitude de prendre je sais pas, qu'importe, un thé froid maison ou qu'importe. Et en fait, c'est ce gap-là que, avec le marketing et l'industrie des boissons alcoolisées, nous pousse plutôt, ils nous habituent à leur marque et à cette consommation-là pour que le gap après puisse aussi se passer plus facilement. En fonction des différents milieux dans lesquels on gravite, j'imagine, si on ne fait pas partie d'un club de sport, on ne regarde pas le sport, on ne regarde pas la télévision, on vit dans une grotte, j'imagine qu'on est de toute façon moins susceptible d'être atteint par ce genre de marketing-là. Et là, j'en viens au côté aussi un peu social. Donc, ça dépend aussi du contexte dans lequel on évolue. Si on est étudiant, donc tu parlais de la partie Cool and Clean, donc il y a cette phase de jeunesse, adolescence, qui est extrêmement ingrate, où on a absolument envie de se faire accepter, où on va vouloir faire comme les autres. Mais le milieu dans lequel on évolue, les parents, etc., c'est extrêmement important aussi. Et en fait, ce qui est fou avec le sport, si on prend comme groupe le sport, c'est qu'en même temps, c'est un facteur protecteur par rapport à l'alcool, mais ça peut tout aussi bien être un facteur facilitateur de l'alcool, dépendant de ce système-là. Si je te résume, en gros, si on arrive dans un groupe sportif qui a l'habitude de consommer, concrètement, on rentre dans cette norme-là. Par contre, si on rentre dans un groupe où l'alcool est peut-être plus minoritaire, ça va être plutôt protecteur pour nous par rapport à notre consommation d'alcool. Et c'est ça qu'on voit qu'en fonction de où on est, et le sport peut être les deux. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et puis, ce qui est extrêmement difficile, et c'est ce qu'on essaye de beaucoup travailler avec Cool and Clean, justement, ce développement des compétences psychosociales, c'est permettre aux jeunes
d'avoir un esprit critique et d'oser s'affirmer, avoir confiance en soi pour assumer ses choix et pouvoir en parler. Et ça, pour nous, c'est vraiment quelque chose de très important. Apprendre à communiquer, apprendre à être bien dans un groupe va nous permettre de mieux se positionner par rapport à tous ces enjeux-là, que ça soit alcool ou les autres thématiques qui peuvent être aussi touchées. Et ça, c'est vraiment très, très important. Donc, plus l'alcool est valorisé, plus il va y avoir des consommations. Et moins il est valorisé, moins il va y avoir de consommation. Et point très intéressant aussi que tu citais la première fois qu'on a discuté ensemble, c'était le fait de la jeunesse. Alors, j'ai toujours été un piètre footballeur, en général. Je suis toujours dans le ventre mou du classement, j'adore dire ça. Donc, aussi longtemps que tu croches dans un sport ou dans une activité sportive et puis que tu y mets de la volonté, tu t'investis, t'es moins susceptible justement de rentrer dans ce cycle de, sans vouloir être méchant, la 5e ligue et puis la 3e mi-temps. Donc il y a clairement un gap entre le moment peut-être de la scolarité où on termine la scolarité obligatoire, on rentre dans l'apprentissage, donc là on revient de nouveau dans la partie milieu social dans lequel on évolue. Donc il y a cette phase où on n'est pas trop à risque, entre guillemets, cette phase où on rentre dans l'apprentissage. Si on fait un apprentissage, moi j'en ai fait un, et puis tous les vendredis à midi, en tout cas à l'époque, on allait au lavage, et puis grillade, et puis c'était la bière, c'était normal. Donc en fonction du milieu dans lequel on évolue, il y a des moments dans la vie où on sera plus susceptible d'être confronté à ce genre de c'est pas un problème, mais d'environnement-là, et puis succomber, ou en tout cas, naturellement, on va s'orienter vers la petite bière, et puis finalement, on est pris dedans, puis ça devient une habitude. Oui, et c'est ça, et on sait que déjà, par rapport à l'adolescence, c'est déjà un moment qui est très important. Alors, pas que pour l'alcool, mais vraiment pour l'alcool, c'est l'entrée dans la consommation, c'est la notion de prise de risque. Pour eux, pendant la période d'adolescence, on essaye de prendre des risques, de voir jusqu'où on peut aller, et en fait, on essaye de voir, et l'alcool est souvent représenté là par cette prise de risque, jusqu'où est-ce qu'on peut aller, et puis on tente des comportements qui peuvent être à risque, justement. Et puis, suivant dans quel groupe on est, on peut voir que ça va avoir un impact très 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 différent. On sait aussi que suivant les niveaux de formation qui augmentent, il peut y avoir une augmentation des consommations en fonction de ça. Donc on voit que c'est très représentant aussi de avec qui on est, quel groupe, quelle entité, etc. C'est vraiment quelque chose de large. Et ce qui est important et ce que j'aime beaucoup dire, c'est pas forcément moraliser la consommation, mais plutôt ce que nous, en tout cas, on essaye d'apporter, c'est de se questionner sur cette consommation. Est-ce que je la fais parce que le groupe le fait ? Est-ce que je la fais parce que j'ai envie ? Parce que je me force ? Enfin voilà. L'important, c'est aussi de pouvoir juste revenir sur ça et dire est-ce que j'ai envie ? Pourquoi je le fais ? Dans quel but ? Etc. Et ça, c'est très, très important. D'avoir une petite réflexion, pas besoin de prendre 1 heure pour réfléchir à ça, mais juste quelques secondes, ça fait toujours du bien de se dire ok, ce soir je bois parce que le groupe le fait et je le suis, voilà. Et ça, c'est des actions dont tu parlais avant que tu fais en club, mais est-ce que c'est des actions que tu pratiques également à l'école, dans le cadre de la formation, ou pas forcément ? Alors là où je travaille, à la Fondation Vaudoise contre l'alcoolisme, on a différents programmes, dont le programme Cool & Clean pour le milieu sportif, mais on a aussi des interventions qui se font au milieu scolaire. Donc là, on a plusieurs intervenantes qui vont directement au milieu scolaire pour parler d'alcool, comment eux, quel est leur comportement, et surtout on essaye d'avoir une prévention où on fait une réduction des risques. On ne va jamais pouvoir moraliser la consommation. On est là pour discuter avec eux de leur consommation. Est-ce qu'ils comprennent? Quelles sont leurs représentations? Et qu'est-ce qui peut être fait pour justement réduire les risques d'une consommation d'alcool? Et ça peut tant être fait avec des jeunes qui consomment comme des jeunes qui sont totalement abstinents. Et de voir, ne jamais oublier aussi les personnes abstinentes, mais quelle est leur vision à ces personnes-là aussi. Et ça, c'est très très intéressant de pouvoir aussi comparer les deux. Et puis donc, à la Fondation Vaudoise contre l'alcoolisme, on va travailler avec les écoles, on peut travailler
avec le milieu du travail, avec les organisateurs de manifestations, au milieu festif, énormément au milieu festif. Donc voilà, on a vraiment des actions très globales. On essaye de toucher vraiment les publics cibles par rapport à cette thématique-là. On a beaucoup parlé de prévention depuis qu'on a débuté cet enregistrement. Il y a aussi un côté, d'ailleurs je crois que c'est une des premières choses que je t'avais dit quand on a commencé à enregistrer, c'était éviter de me faire flageller et surtout de m'auto-flageller aussi, parce que je me considère comme public cible, etc. J'aime bien quand je mange ou quand je suis avec des amis de temps en temps prendre un verre, etc. Je me sens très très bien avec cette consommation-là. Et à chaque fois que je me suis retrouvé pas confronté, mais où j'ai eu discuté avec quelqu'un qui a décidé d'arrêter de l'alcool, ça m'a questionné quand même. Donc je suis quand même toujours dans une certaine notion de questionnement. Et puis c'est aussi important de ne pas culpabiliser parce qu'on a décidé de prendre un verre, mais peut-être se poser la question, comme tu disais avant, pourquoi est-ce que je le prends? Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que c'est quelque chose qui me fait plaisir, du bien, plutôt que juste être dans la consommation puis se dire en plus il n'était pas bon, quoi. Non, l'idée c'est vraiment de pouvoir discuter et de se dire ok, on a une consommation, comment est-ce qu'on peut faire pour réduire les risques? Parce qu'on sait que l'alcool a un certain taux, ça a un impact sur notre corps, sur nos réactions, sur nos réflexes, sur beaucoup de choses qui peuvent venir dangereux pour notre vie, mais aussi pour la vie des autres. Et donc l'idée c'est un peu de se dire ok, qu'est-ce qu'on peut faire alors, c'est un peu dur de dire comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter la casse? Et en fait, en ayant cette approche-là, les gens vont plus facilement s'ouvrir, vont discuter honnêtement de leur consommation, de comment ils voient les choses, et puis on va pouvoir les aider à trouver quelles limites sont acceptables et comment est-ce qu'on peut faire pour justement qu'on ne dépasse pas cette limite en pouvant savourer un verre, comprendre ses effets, mais en même temps être le plus conscient possible et responsable possible. Par exemple, pour nous, c'est extrêmement important si on a une conduite, quelle que soit la conduite du vélo, d'une voiture, d'un scooter, etc. On regarde, il y a des effets sur le corps, il y a aussi la loi, ce qui est un facteur assez important quand même. Et puis de voir un petit peu, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça si tu as envie de consommer. Et puis c'est là qu'on va essayer de discuter pour essayer de retrouver un petit peu les motivations propres à la personne qui vont l'aider à modérer sa consommation. Et pour nous, les motivations de chaque individu sont extrêmement importantes, que ça soit au niveau de l'alcool ou l'alcool et le sport. C'est en partant des motivations d'une personne que cette personne-là va pouvoir adapter son comportement. C'est pas ma motivation à moi de modérer ma consommation qui va parler à une autre. Et en fait, ça va être dans le discours qu'on va aller chercher un petit peu ce qui motive cette personne-là et aller dans ce sens-là. Si on entre dans le questionnement sans vouloir rentrer dans la self-psychologie à 2 francs, si je dois commencer à me poser la question à chaque fois que je vais prendre un verre, je pense que je vais plus du tout prendre de verre parce qu'au bout d'un moment, ça va me saouler littéralement de répondre à cette question-là. Mais si on se retrouve en société, comment est-ce qu'on pourrait aborder ce sujet-là sans passer pour le relou de la soirée qui se dit « Oh là là, t'es en train de casser l'ambiance, etc. Tiens, prends un verre !» Donc comment est-ce qu'on peut amener ce sujet-là sur la table sans passer forcément pour l'empêcheur de tourner en rond? Alors, nous, on a un outil qu'on aime bien et que personnellement, j'aime beaucoup aussi, dans ma vie privée aussi. Ça s'appelle, c'est Be My Angel. En fait, on a une application qu'on va pouvoir rentrer notre consommation du jour ou une consommation aléatoire. Et puis, ça va nous calculer en fonction de notre poids et notre sexe biologique, notre courbe d'alcoolémie. Donc ça, c'est une application qui a été validée scientifiquement. Et puis, ça permet de lancer une discussion. Ah ouais, mais moi, avec un verre, je suis à 0,3. Et puis, peut-être quelqu'un va dire, ah, mais moi, avec un verre, je suis à 0,2. Et puis, peut-être qu'avec 2 verres, moi, je suis déjà à 0,6. Puis, moi, je suis à... Puis, en fait, ça permet de lancer juste déjà la discussion sur l'alcool. Sans aller directement, l'alcool, c'est mal, il faut pas boire, etc. Et donc, déjà, ça crée une petite émulsion un petit peu sur ça. Et puis, de prendre conscience que 1, 2, 3 bières, ça va avoir un impact déjà différent sur les personnes et ça va avoir un impact. Et puis après, c'est aussi de se questionner. Je sais que moi, j'aime beaucoup faire, en tout cas personnellement, j'aime beaucoup faire le Dry January en janvier, donc 1 mois sans alcool, et ça questionne énormément. C'est vrai que dans les groupes d'amis, c'est quelque chose,
ça a fait beaucoup débat. Et ça, je trouve ça hyper intéressant de dire, et on voit que, en fait, c'est encore pas une norme de vouloir des fois faire des pauses d'alcool et que ça questionne les gens. Et puis, ça questionne les représentations. Et ça pousse à se dire, ok, si une fois j'ai déjà réussi à arrêter 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois ou plus, qu'est-ce que ça veut dire aussi de ma propre consommation? Et ça, essayer de faire ça en groupe, par exemple, on peut aussi le faire en dehors de janvier, mais de se dire, ok, on se fait une soirée sans alcool, comment ça se passe? Quelle autre boisson on peut proposer? Essayer aussi de renforcer la convivialité en dehors de l'alcool. Parce que c'est très convivial quand on fait, par exemple, un repas avec des amis. C'est extrêmement convivial. Et en fait, c'est aussi renforcer ces côtés-là de positif sur le groupe et sur le fait d'être ensemble. Il y a le côté convivial, mais il y a aussi ce côté inhibition de l'alcool. J'imagine, on est quand même dans un monde hyper coince-coince, de plus en plus coince-coince. Donc c'est vrai qu'en général, on se dit, allez, je prends un verre et j'y vais. C'est comme pour se donner le courage un peu. Oui. Donc on peut passer totalement des bonnes soirées avec des amis sans prendre d'alcool, ça c'est une évidence. Mais il y a ce côté où on va pas en prendre pour que ça nous donne du courage. Il y a des effets réels. Donc, après quelques verres, la timidité, il y en a un peu moins. Alors, quand il y en a trop, il y a plus suffisamment de timidité peut-être. Mais il y a quand même des effets qu'on recherche. Et puis, on a peut-être tendance aussi à aller se cacher derrière ce que l'alcool va pouvoir nous offrir. On va être quelqu'un d'autre, on va être plus rigolo, on va être plus enjaillé, etc. Donc, il y a des gens qui se disent, des fois, j'ai besoin de ça pour être intéressant ou pour pouvoir dire des choses que je dirais pas en temps normal. Et ça, ce qui serait intéressant pour ça, c'est justement juste de prendre conscience, de se le verbaliser. Ok, je bois pour être plus à l'aise. Et ça, il y a déjà une différence dans la conception quand on a déjà une conscience de notre comportement. Et moi, je dis toujours, pour qu'on puisse faire quelque chose, il faut prendre conscience de ce qu'on fait et de ce qu'on pense. Parce que souvent, on fait les choses naturellement et en fait, on oublie pourquoi. Et c'était ça ma question. Qu'est-ce qui fait que je bois aujourd'hui? Ça ne veut pas dire que je ne vais pas boire. Mais ça veut dire, ok, ouais, j'ai envie d'être un peu plus à l'aise ce soir dans le groupe. Et puis, l'idée, c'est de se poser la question. C'est pas qu'on doit le faire à chaque fois, effectivement, mais une fois, se poser la question, ok, qu'est-ce qui m'apporte, en fait, dans quel but, etc. Et ça, je pense que à force de boire de l'alcool, on oublie aussi le pourquoi on fait quelque chose. Et par exemple, dans le sport, si on veut faire un peu la comparaison, des fois, on a des sportifs qui font 10, 15 ans leur sport, qui deviennent des sportifs élites, etc. Et en fait, on oublie le pourquoi du comment on a commencé. Le plaisir de la pratique, par exemple. Et ça, c'est aussi important. C'est un parallèle qu'on peut aussi un peu faire. D'aller rechercher aussi ce plaisir-là d'une consommation. Et le plaisir de notre pratique pure du sport. Moi, dans mon sport, ce que j'aime, c'est la sensation du vent quand je cours, je sais pas. Des choses comme ça, me reconnecter à la nature ou des choses... là, c'est un petit peu aussi la même chose. Et je trouve que cette comparaison, elle match assez bien avec le sport et le plaisir du sport. T'as bien rebouclé la boucle, en tout cas, en lien avec la course à pied, le trail, etc. Et puis tout ce qui est convivialité qui est autour. C'est une belle manière, en tout cas, de poser le questionnement. Et puis j'espère que ça amènera celles et ceux qui ont écouté cet épisode-là à se poser quelques questions de temps à autre. Ne serait-ce qu'en tout cas savoir pourquoi est-ce qu'elles prennent un verre, et puis peut-être prendre le verre un peu plus cher, comme ça elles en prennent un peu moins, mais au moins le plaisir réel y est vraiment. Exactement. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Cécile, parler de ce thème hyper sensitif. Je me réjouis en tout cas de voir les retours qu'il y aura des auditrices et des auditeurs, et puis bravo en tout cas pour ce que tu fais dans la promotion auprès des jeunes, c'est vraiment essentiel. Et puis je te dis à très bientôt. Super, merci aussi, c'était vraiment très agréable, donc avec plaisir, si des gens ont des questions aussi, je suis là pour ça. Génial. À bientôt. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.
Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.